Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Toujours heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais revenir à un pays qui m'est cher puisque j'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai passé un total de plusieurs années. J'y ai encore beaucoup d'amis, de connaissances. Je suis en lien avec ce pays au quotidien. Je veux parler de la République démocratique, entre guillemets, comme je dis toujours, démocratique du Congo. L'ancien Congo belge, l'ancien Zaïre, le Congo Kinshasa. Les nouvelles dont je vais vous parler aujourd'hui sont, je dirais, désespérantes et j'ai presque honte pour le Congo de devoir en parler aujourd'hui. D'autant que je connais personnellement le protagoniste de cette affaire. Alors un petit retour en arrière tout d'abord. Je me trouvais à Bukavu en 2005-2006 où je travaillais pour une ONG néerlandaise. À l'époque, le domaine d'intervention dans lequel je travaillais, c'était les enfants en difficulté, les enfants de la rue, les enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire les enfants en prison, les enfants soldats et autres. En février 2006, donc à Bukavu, je fus reçu par Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. C'est un ami commun qui occupait les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République, une personne que j'estime beaucoup, professeur d'université, qui avait pris l'initiative d'organiser cet entretien en tête-à-tête entre le président et moi. Ça s'est passé dans le jardin du cercle sportif de Bukavu. Ce fut bien sûr pour moi l'occasion de plaider pour certains dossiers qui me tenaient à cœur. Situation des enfants soldats, démobilisés ou pas, des mineurs emprisonnés, entre autres. J'ai même remis au président une lettre de demande de grâce rédigée par un mineur ex-enfant soldat condamné à mort pour le meurtre d'un civil qui languissait à la prison de Bukavu où je me rendais une fois par semaine. J'avais incité naturellement ce garçon à écrire, sachant que j'allais rencontrer le président. Joseph Kabila, lors de cette rencontre, me fit une assez bonne impression. Je le trouvais simple, presque humble. Les Congolais sont généralement assez volubiles, pour ne pas dire très volubiles, parfois même un peu trop. Joseph Kabila, c'était tout l'inverse. Il me sembla à l'écoute, et en sortant de cette rencontre, je pensais que cet homme jeune, qui avait moins de 35 ans lors de mon entretien avec lui, parviendrait à redonner espoir au peuple congolais, qu'il réussirait à réunifier son immense pays et qu'il saurait affronter les défis énormes auxquels le Congo devait faire face. Durant la campagne pour l'élection présidentielle qui s'est déroulée quelques mois plus tard après cet entretien, Joseph Kabila s'était présenté comme l'artisan de paix. J'avoue y avoir un peu cru à l'époque. Il eût été difficile pour moi de me tromper davantage.
comme les années qui suivirent me le démontrèrent. Non seulement ce président n'a pas répondu aux attentes de la population, non seulement, comme nombre de ses pairs, il a tenté de s'accrocher au pouvoir en se faisant réélire de façon plus que douteuse, mais il a également profité du temps passé à la tête de l'État, de janvier 2001 à janvier 2019, pour s'enrichir et pour enrichir sa famille et son clan de manière éhontée. Mobutu, le maréchal Mobutu, avait fini par être mis au banc de la communauté internationale, quelques années plus tôt, pour le système kleptocratique qu'il avait instauré en 3 décennies de pouvoir sans partage. Mais Joseph Kabila a peut-être fait pire en ce domaine. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en République démocratique du Congo, 70% de la population tente de survivre avec moins de 2 dollars par jour, alors que ce pays regorge de richesses minières et naturelles. Le réseau routier dont le pays disposait en 1960, année de son indépendance, a quasiment disparu. Alors que l'on pouvait aller de Bukavu à Kisangani en une journée, à l'époque, il faut aujourd'hui mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour faire ce trajet, en utilisant une route qui n'a de route que le nom, et qui est en fait une épouvantable piste pleine d'ornières où des camions pourraient disparaître complètement. L'avion est le seul moyen permettant d'aller d'est en ouest et du sud au nord, et en particulier d'aller à la capitale, Kinshasa. Mais l'avion n'est pas à la portée de tous. Et ces avions sont parfois ce que l'on appelle des cercueils volants, comme j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte lorsqu'il m'est arrivé de voyager à bord de vieux Antonov brinque-ballants, pilotés par des Ukrainiens et des Kazakhs, dont certains fonctionnaient à la vodka. En 61 années d'indépendance, le Congo ex-belge est allé de mal en pis. Et il est devenu, depuis 1996, le terrain de jeu des armées des pays voisins, des groupes armés et des trafiquants en tout genre. Terrain de jeu où tout est permis, où l'on peut exploiter, que dis-je, piller les ressources minières, où l'on peut abattre des arbres et ensuite faire passer le fruit de ces pillages dans les pays voisins, d'où cet or, ce coltan ou ces bois précieux seront réexportés comme produits rwandais ou ougandais. Même l'ONU et sa coûteuse opération de maintien de la paix n'est pas parvenue, en près de 20 années, à mettre un terme à ces activités illégales, ou même à apporter la paix et la sécurité aux populations de la partie orientale du pays, où les massacres et les viols sont toujours à l'ordre du jour. Joseph Kabila était arrivé au pouvoir en janvier 2001 dans les pires circonstances qui puissent être. La moitié du pays était occupée militairement par le Rwanda et l'Ouganda, et son père, le président Laurent Désiré Kabila, président arrivé au pouvoir par la grâce de ce même Rwanda et de ce même Ouganda, venait d'être assassiné dans son bureau par un garde du corps, lui-même un enfant soldat. À 29 ans seulement, nombre d'observateurs pensaient que le fils serait vite balayé. Or, Joseph Kabila est parvenu à rester au pouvoir jusqu'en janvier 2019. Pour ma part, l'illusion aura été de courte durée, même si je m'en veux encore jusqu'aujourd'hui d'avoir cru, ne serait-ce qu'un moment, en cet homme qui n'avait ni la vision ni la capacité
pour diriger ce grand pays et pour le sortir de la situation dramatique dans laquelle il était plongé. Mais le pire est que Joseph Kabila ne s'est pas mieux comporté que ceux qui avaient occupé le pays pour le piller, puisque lui aussi a mis le Congo en coupe réglée pour le plus grand profit de sa famille et de son clan. Un consortium de 19 médias internationaux vient de diffuser des documents secrets, des documents confidentiels, tous plus accablants les uns que les autres, pour l'ancien président. Ces documents apportent la preuve de détournement de fonds, que je dirais, de détournement de fonds de masse du Trésor public entre 2013 et 2019. Des chiffres astronomiques sont cités. On parle de centaines de millions de dollars qui auraient ainsi atterri sur des comptes bancaires appartenant à des proches de Joseph Kabila après avoir transité par une nébuleuse de sociétés écran. Sous la direction du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, l'institution a été dévoyée et transformée en une source de financement au bénéfice de la famille et des proches de l'ancien président. C'est ce que démontre cette enquête baptisée, le nom est bien trouvé, Congo Hold-up, basée sur plus de 3,5 millions de documents confidentiels issus de la banque BGFI, obtenus par le consortium de médias internationaux. Ces documents montrent que la Banque centrale du Congo a ouvert à la BGFI RDC un compte bancaire qui a fait office de caisse noire pour le premier cercle de Joseph Kabila. Ce compte a servi à détourner la bagatelle de 76 millions de dollars de fonds publics. Cette banque, la BGFI, était dirigée à l'époque par Francis Selemani Mtwale, frère adoptif du président Kabila, qui a profité de cette position pour aider sa famille et certains proches à détourner 138 millions de dollars dans les caisses de l'État. Joseph Kabila et sa famille, en particulier sa sœur jumelle Janet et sa femme Olive Lembe, sont propriétaires ou gérants de plus de 70 entreprises congolaises. Ces entreprises sont présentes dans de nombreux secteurs économiques congolais, dont les banques et les exploitations minières, et elles rapportent plusieurs centaines de millions de dollars. Plusieurs allégations de corruption sont apparues dès le début du premier mandat du président. Sous sa présidence, le système de corruption s'est généralisé et s'est étendu aux fonctions officielles. Du simple policier au président, les détenteurs de l'autorité ont adopté un comportement de prédateur. Joseph Kabila, souhaitant éviter la création de baronnies trop puissantes, avait mis en place un système de rotation des dirigeants, et ce système était devenu une sorte de système de gouvernement. Premier ministre, ministre, gouverneur de province, maire, dirigeants d'entreprises nationales se succédaient à un rythme accéléré et chacun d'entre eux cherchait donc à se constituer une réserve personnelle en prévision d'une disgrâce inévitable et prochaine. De cette façon, un homme fraîchement nommé à un poste important cherchait par tous les moyens à devenir extrêmement riche le plus rapidement possible, ce qui ne pouvait être réalisé qu'avec des détournements de fonds publics. Le népotisme ou le tribalisme étaient également très développés. Ils étaient pratiqués dans les cercles du président ou de ses ministres, touchant souvent des gens qui occupent des postes élevés au sein du pays et au sein des entreprises. Nombreux étaient ces responsables qui n'avaient pas les compétences requises pour les fonctions qu'ils exerçaient, mais personne ne pouvait les révoquer et ils ne pouvaient pas être poursuivis en justice car ils étaient nommés et protégés par le chef de l'État lui-même. Être proche du pouvoir était devenu symbole d'immunité totale. L'autre fléau est donc, on l'aura compris, l'impunité totale qui était assurée aux proches du président ainsi qu'à sa famille biologique.
Malheureusement, le ver étant dans le fruit, ces pratiques n'ont pas cessé avec l'alternance intervenue au sommet de l'État en janvier 2019. Il est en effet difficile de remettre en question des privilèges acquis, même les plus indus, surtout lorsque l'on connaît les circonstances particulières de l'arrivée au pouvoir du nouveau chef de l'État. Tout a été arrangé en coulisses et a résulté de compromis passés entre le nouveau président et son prédécesseur. Ces compromis incluaient certainement des garanties d'impunité, ainsi que le maintien en fonction de certains responsables à des postes clés, même les plus incompétents, même les plus corrompus. De Mobutu à Kabila, puis de Kabila à Tshisekedi, les apparences du pouvoir ont changé, mais la corruption et les détournements se sont poursuivis, tandis que la misère et le désespoir de la population sont chaque jour plus profonds. Le consortium de médias internationaux qui a rendu public les documents prouvant les détournements de fonds massifs durant la présidence de Joseph Kabila a annoncé que cette divulgation n'était pas terminée et qu'elle allait se poursuivre durant les jours et les semaines à venir. Il faut donc s'attendre à de nouvelles révélations sur l'étendue du système de corruption mis en place par l'ancien président, qui, depuis son départ du pouvoir, a pris le titre de président honoraire de la République démocratique du Congo. Et il est devenu, en plus, sénateur à vie. Et qui dit sénateur, dit aussi immunité. Il coule des jours heureux dans sa ferme de Kingakati, qu'il avait fait bâtir durant sa présidence. Cette demeure est située au centre du parc de la vallée de Nsele, où il a fait planter 10 000 arbres et importer des pays voisins plus de 1200 animaux sauvages, dont des éléphants, des lions et des rhinocéros. Vous comprendrez, chers amis auditeurs, mon écœurement. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, ma honte de parler ainsi de ce pays que j'aime beaucoup. D'autant plus que, comme je l'ai indiqué également au début de l'émission, j'ai personnellement connu Joseph Kabila, dont je viens de parler. J'en avais même dit du bien dans mon second ouvrage paru en 2006. Heureusement d'ailleurs que cet ouvrage est maintenant épuisé et qu'il est devenu introuvable, parce que je n'en suis pas particulièrement fier, en tout cas pas fier des lignes que j'avais écrites au sujet de Joseph Kabila. Alors, pour conclure, que dire ? Que dire ? Je voudrais, une fois de plus, me faire l'écho du docteur Denis Mukwege, que j'ai également connu, prix Nobel de la paix, fondateur et directeur de l'hôpital de Panzi, au sud de Bukavu. Le docteur Mukwege ne cesse de réclamer la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour juger les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, voire les génocides qui ont été commis en République démocratique du Congo depuis un quart de siècle et dont les perpétrateurs sont toujours impunis. Alors, ces perpétrateurs, qui sont-ils ? Bien sûr, il y a des officiers, voire des présidents de pays voisins. Mais il y a aussi des Congolais. Et ces Congolais, comme les Rwandais, comme les Ougandais, ne devraient pas échapper à la justice internationale. Et parmi eux, je pense qu'il faudrait, avec toutes les connaissances que l'on a maintenant, inclure celui qui était le premier d'entre eux à l'époque, c'est-à-dire Joseph Kabila. Je
demande donc que Joseph Kabila soit poursuivi et que le nécessaire soit fait au niveau international pour que des pressions soient exercées afin que les autorités congolaises actuelles non seulement poursuivent en justice Joseph Kabila, mais également lui fassent rembourser tout ou partie des biens mal acquis, des fortunes qu'il s'est constituées, lui et sa famille, sur le dos du peuple congolais, et que l'argent qui serait éventuellement récupéré soit mise, comment dirais-je, soit mise dans un fonds qui serait intouchable, utilisé et qui serait géré par un groupe de personnalités au-dessus de tout soupçon, qui serait utilisé pour le développement véritable du Congo, pour payer les enseignants, pour construire des routes, pour rénover les hôpitaux, pour faire tout ce qui aurait dû être fait depuis des décennies et qui n'a pas été fait. Et les sommes dont j'ai parlé tout à l'heure pourraient effectivement couvrir les besoins les plus urgents de ce pays. Voilà, ce sera sur ces mots que je vais conclure mon émission. Vous comprenez mon indignation et je souhaitais la partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine.